Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Planète Ingé, la première émission qui donne enfin la parole aux ingénieurs dans le brouhaha des médias pour vous permettre de comprendre l'actualité tech et ses enjeux grâce à ceux qui innovent, agissent et font bouger les lignes au cœur de notre société. Si vous aimez l'émission et que vous souhaitez la faire connaître, c'est très simple. Envoyez dès maintenant à 3 personnes de votre entourage le lien de l'émission. Un petit geste pour vous, un grand pas pour l'émission. Et n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton suivre de votre plateforme favorite. Je vous laisse en compagnie de l'invité. Bon épisode et bonne écoute. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Planète Ingé. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Clément Goujon. Clément, bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va super bien. Clément, tu travailles chez Thales Alenia Space. Ça va, j'ai bien prononcé. Ouais, c'est bon. C'est bon. Et tu es lead architecte sur des projets liés à l'aérospatiale. Hein. Tu vas nous en dire un peu plus. D'ailleurs, je vais faire le feignant. J'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Donc, je te laisse te présenter aux auditeurs. Voilà, alors moi c'est Clément Goujon, je suis diplômé de l'INSA Toulouse en génie physique et j'ai été diplômé en 2016. Ensuite, j'ai travaillé pendant 3 ans chez Thales Alenia Space à Toulouse pour de la conception d'équipements pour des satellites de télécommunications. Donc principalement, c'était pour mettre le Wi-Fi à bord des avions, des télécommunications militaires et pour diffuser la télé. Et en novembre 2019, je suis passé chez Thales Alenia Space en Italie, à Turin, où maintenant je travaille sur des missions d'exploration spatiale. Donc, je travaille sur des rovers, sur des alunisseurs, des sondes, pour explorer le système solaire, pour comprendre le cosmos. Voilà, donc c'est des sujets passionnants et donc je fais pas mon rôle moi là-dedans. Et en tant qu'architecte, je suis responsable de la cohérence des systèmes. C'est-à-dire que tout s'emboîte bien et fonctionne correctement pour que la mission soit un succès. Mais on aura le temps peut-être d'en parler un peu Ok. plus après. Oui, bah écoute, déjà, tu as répondu à une de mes questions. Moi, j'ai l'impression que tu as un métier qui a l'air très ennuyeux quand même. Ah non, ça, mais j'en apprends tous les jours. Cette semaine, on nous a expliqué ce que faisait la poussière lunaire sur les mécanismes. Et c'est passionnant. Vraiment, j'en apprends tous les jours et je suis Alors, très content. qu'est-ce que tu as appris sur la poussière lunaire alors? Alors, ben, la poussière lunaire, comme il n'y a pas d'érosion sur la Lune parce qu'il n'y a pas d'atmosphère, toutes les petites poussières, plein de petits couteaux. Ça ressemble à des petits couteaux et donc ça vient enrayer les mécanismes, ça vient s'accumuler sur les panneaux solaires. Et tout ça, c'est des contraintes que nous, il faut qu'on prenne en compte quand on conçoit des missions qui vont pour aller se balader sur la Lune. C'est des choses qu'on doit prendre en compte parce qu'on peut pas se permettre d'aller réparer un rover qui est bloqué dans un cratère sur la Lune. D'accord, ok. Non, c'est Ouais. sûr, c'est difficile d'envoyer la maintenance. Ah, et voilà, c'est Ah, ça. on a une perception un peu biaisée peut-être des contraintes par rapport à tout ça, parce que quand on regarde la télé, la science-fiction, notamment la dernière série For All Mankind, on a l'impression que tout est facile, mais j'imagine que ça l'est pas du tout. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? T'es un consommateur de séries toi-même? Alors de séries spatiales, pas tant que ça. Disons que c'est déjà, ça m'occupe déjà toute la journée, mais quand même, ça, je suis, mais j'ai For All Mankind dans ma liste de séries à regarder, mais Ah, ouais, ok. mais effectivement, c'est compliqué à. Disons qu'on a beaucoup de challenges pour concevoir des systèmes qui vont avoir une longue durée de vie. Parce que la plupart des missions, elles ont une durée de vie estimée, le temps qu'un télescope prenne toutes les photos dont il a besoin, par exemple. Et donc là, on doit se permettre d'être résistant aux failures à bord, dès qu'il y a un souci à bord, et on doit être capable de se reconfigurer et de quand même continuer à faire la mission. C'est pas comme un ordinateur à la maison, où si jamais il y a une erreur, on peut l'amener chez le réparateur. Là, on doit être capable d'avoir des systèmes qu'on dit résilients, qui sont capables de résister à des problèmes à bord. Donc, on prend en compte, on a un ensemble de normes européennes. Alors, c'est un acronyme qui s'appelle l'ECSS. C'est des normes européennes qui ont été écrites par l'Agence spatiale européenne pour guider ces conceptions. Et elles nous donnent des règles à suivre pour pouvoir concevoir correctement ces systèmes. Donc, on les applique, ou quand on les applique pas, on explique pourquoi on le fait pas. Et ça permet de garantir que quand on livre notre satellite, on est certain qu'il va fonctionner pendant 15 ans, ou notre rover, on est certain qu'il va pouvoir rouler pendant
pendant 3 ans, 4 ans. D'accord, ok. Eh ben écoute, Mhm. moi ce que j'ai appris beaucoup en regardant ces séries, c'est j'ai pris conscience de la haute technicité ou de la haute compétence et de l'implication des gens qui travaillent dans cet environnement. Qu'est-ce que tu peux nous dire justement, toi, en termes d'environnement humain par rapport à Mhm. l'aérospatial? Ouais, alors effectivement, c'est vrai qu'on est avec beaucoup de passionnés et il y a en fait un grand nombre d'expertises très spécifiques dans l'industrie spatiale. On a des experts en rayonnement électromagnétique pour être sûr que il n'y ait pas de décharge électrique à bord du satellite. On a des tas de corps de métier qui sont des experts. Et en fait, pour pouvoir rassembler ces experts dans la conception d'un système complet, on a besoin de cette ingénierie de système qui vient faire le lien pour fabriquer des produits. Donc, évidemment, c'est pas qu'une seule entreprise qui fait tout ça. Pour chaque mission spatiale, ce sont des consortiums européens, voire mondiaux, où des entreprises avec des personnes de différentes cultures doivent travailler ensemble pour un but commun. Et c'est quelque chose de très intéressant parce que on voit comment les différentes personnes, des fois les différentes entreprises, ont une manière complètement spéciale de traiter les problèmes. Quand on va parler, par exemple, je vais pas rentrer dans tous les clichés du monde, mais quand on va parler avec des Allemands, ils vont très vite aller dans le détail là où des Italiens ou des Français vont pas forcément le faire. Il n'y a pas des généralités, il y a des tas de différences, mais c'est ce que j'ai pu D'accord. expérimenter. On a toujours des niveaux différents de notions de détail. Et donc, du coup, bah, il faut qu'on s'accorde pour trouver une solution commune. Donc ça demande quand même une grande intelligence interculturelle, je pense. Oui, 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 oui. Et puis, ouais, de la communication pour la collaboration, parce que dans tous les systèmes complexes, ben, il y a des humains très qualifiés et chacun, ben, en fait, dans nos équipes, on a des responsables, par exemple, pour l'ordinateur de bord, on a des responsables pour les systèmes de communication, on a des responsables pour les systèmes électriques, et chacun va essayer de proposer des solutions qui sont les plus intéressantes pour leur système, sous-système, et l'ingénierie système va être là pour prendre toutes les contraintes et les avantages de chacun des sous-systèmes pour en tirer le meilleur au niveau global. Et donc, effectivement, c'est beaucoup de collaboration, il faut avoir un peu de curiosité pour pouvoir aller chercher l'information et comprendre quelles sont les contraintes pour chacun des corps de métier. Donc, c'est ouais, beaucoup de communication. Ok. Eh ben, écoute, c'est très clair. Je ferai un épisode. Je pense que beaucoup d'entreprises devraient s'inspirer de la gestion de projet et de l'agilité, peut-être, de, que vous avez sûrement mise au point, parce que quand tu dois en faire intervenir autant d'experts sur un même sujet, je pense qu'il y a des normes ou des process à respecter pour que ça fonctionne. Oui, oui. Oui, effectivement, on a alors ces process, on a chez Thales, donc je parle de Thales Group, pas que de la joint venture Thales Interstates, mais chez Mm. Thales Group, on a des process parce que c'est une entreprise d'ingénierie qui excelle dans l'ingénierie et effectivement, on a beaucoup de savoir-faire en fait qui a été construit à travers les années, qui est partagé avec les collaborateurs pour pouvoir ne pas faire les erreurs du passé et ouais, exceller quand c'est comme ça. Dans, dans la, alors on appelle ça être prime contractor, c'est-à-dire être maître d'œuvre dans des gros sujets, dans des sujets où, par exemple, ça peut être le cas aussi pour l'aviation, civile comme militaire. Voilà, ce sont des gros sujets, des gros systèmes, et effectivement, il y a beaucoup à apprendre de l'ingénierie là-dessus. Hein. Ok, bon, je pense que on va aller au cœur du sujet qu'on avait évoqué, Ouais. la thématique. Je pense que c'est ce qui intéressait. Alors malheureusement, Mhm. je pense que le live, je vois pas de vidéo sortir de l'autre côté sur YouTube, et c'est pas grave. L'épisode est enregistré et il va être Ouais. diffusé de façon classique. C'est les aléas de la technique. C'est quoi les gros enjeux, les plans, les gros traits des plans qui existent aujourd'hui sur la conquête spatiale? Alors, je sais pas d'ailleurs si on peut employer le terme de conquête, Ouais. mais l'aventure spatiale. L'aventure spatiale, Dis-nous ouais. un petit peu les grandes lignes. Oui, oui. Ouais. Bah alors effectivement, il y a donc en premier lieu il y a la Lune, l'astre le plus proche de notre chère planète, où
En fait, donc il y a le programme Artemis, qui est un programme mené par la NASA pour pouvoir en fait aller faire des missions et alors à terme établir une base sur la Lune où on aura des humains, peut-être pas à 100% du temps, mais on aura des humains qui seront capables d'aller faire des missions. Et donc cette base-là, il s'est très vite posé la question où est-ce qu'on va la mettre? Pas loin des missions Apollo, proche de l'équateur, ou alors au niveau des pôles de la Lune. Et la Lune, elle a de spécial que le cycle jour-nuit fait un mois. Nous, on voit en un mois la Lune croissante puis décroissante. Euh, donc sur la Lune, c'est 14 jours de lumière et 14 jours de nuit. Et ça crée des contraintes en termes d'ingénierie qui sont extrêmement compliquées. Il faut imaginer que la nuit lunaire, c'est à peu près moins 200 degrés et ça dure donc 14 jours. Et c'est compliqué de maintenir des systèmes parce que pour générer de l'électricité à bord sans lumière, les panneaux solaires vont pas beaucoup marcher. Et donc du coup, il faut amener beaucoup de batteries. Alors on a d'autres solutions technologiques qui permettent de s'en sortir, comme la pile à combustible ou alors des générateurs, des petits générateurs nucléaires. Mais très rapidement, tout ce qui était proche de l'équateur, ça allait pas le faire. En revanche, au niveau des pôles, euh, il y a comme sur Terre des saisons. Et effectivement, il y a des zones qui sont tout le temps éclairées parce qu'elles sont vraiment au pôle du pôle, au bout du pôle. Et donc, du coup, là, on peut avoir de la lumière tout le temps. Donc, très intéressant d'un point de vue ingénierie. Mais on va pas sur la Lune juste pour aller sur la Lune. On y va pour un sens scientifique. Donc, en premier lieu, c'est aller comprendre, aller regarder dans des cratères qui sont aussi au pôle sud, qui eux qui sont toujours à l'ombre, qui contiennent de la glace qui peut avoir plusieurs millions, voire milliards d'années. Et donc pour comprendre la formation de la Terre et puis la formation des planètes en règle générale. Ensuite, cette base Artemis, elle servirait aussi à mettre les premières pierres d'usines pour pouvoir fabriquer du carburant, pour pouvoir partir non pas de la surface terrestre, mais directement depuis la Lune. En fait, de là, quand on fait une mission spatiale, par exemple pour aller vers Saturne, j'ai pas le chiffre exact, mais ça doit être 95-99% du carburant, il est utilisé pour sortir de l'orbite terrestre. Sûrement moins, mais voilà. C'est l'ordre de grandeur et on utilise énormément de carburant pour sortir de l'orbite terrestre. Et partir de la Lune, ça permettrait de déjà partir d'un peu plus loin. Et ça permettrait d'étendre notre rayon d'action, d'aller faire des missions sur des lunes de Jupiter, aller voir pour comprendre encore un peu mieux notre système solaire. Donc c'est ça, c'est à la fois euh, une initiative scientifique pour comprendre la Lune afin de comprendre la Terre, et aussi pour établir des bases pour aller encore plus loin. D'accord, ok. Et donc, du coup, l'objectif, c'est vraiment d'aller encore plus loin. Parce qu'on déjà, le challenge que tu évoques, il est déjà énorme Mhm. technologiquement. Mais j'ai l'impression que vous avez de Ouais. l'appétit. L'objectif, c'est d'aller encore plus loin, d'aller vers Mars. Et pourquoi Mars, alors, du coup? Oui, alors ben, Mars, c'est un peu notre planète sœur qui est proche, relativement parlant, mais proche de la Terre, qui a des conditions environnementales qui sont pas très éloignées de la Terre non plus. Elle a une atmosphère et aller vers Mars, c'est l'opportunité d'aller vers une autre planète et donc comprendre, est-ce que aller chercher s'il y a de la vie, s'il y a eu de la vie sur Mars ou s'il y en a encore dans son sous-sol. Et donc tout ça, ça reste, et c'est important de le rappeler, c'est de l'ingénierie et des techniques pour pouvoir ensuite avoir du savoir scientifique. Euh, on a récemment associé le spatial à les hôtels qui sont en orbite basse ou des choses qui sont très commerciales. Mais on est convaincu, donc c'est aussi intéressant. Ça crée une économie du spatial, ça crée de l'intérêt pour pour la discipline. Mais avant tout, ça sert à comprendre. On a des tas de missions qui servent à comprendre quelles sont pourquoi comment on est arrivé là
quels sont, est-ce qu'il y a de la vie sur Mars, etc. Bon, donc les technologies qu'on va utiliser pour aller vers la Lune, ça va nous servir à apprendre pour ensuite faire des voyages plus loin. On va comprendre comment l'être humain résiste à des séjours de plus ou moins longue durée, chose qu'on a déjà commencé à apprendre avec l'ISS, mais dans un environnement encore plus loin. Et ça permet à la fois d'apprendre sur l'être humain en voyage, mais aussi sur comment faire des systèmes qui résistent, parce que effectivement, on envoie des humains sur la surface lunaire, sur la surface martienne, ils seront tout seuls. Et du coup, pour la réparation, pour tout ça, pareil, encore une fois, ce sera tout seul. Donc, les systèmes résilients qu'on propose sont la clé pour pouvoir aller plus loin. On aime à les comparer aux bateaux qui sont allés en Amérique. D'accord, ok. À quelle échéance, c'est quoi les échéances de temps Mhm. que vous vous fixez, tous les acteurs Alors, on a parlé, je vous ai parlé beaucoup de la surface lunaire, mais avant ça, il y aura une station en orbite autour de la Lune qui s'appelle la Lunar Gateway. Et cette station, elle a pour échéance déploiement de 2026 à 2029. Et l'idée, c'est que cette station autour de la Lune va venir supporter les opérations de surface. Donc l'idée, c'est qu'il y aura dès 2026, 2027, après ce sont des plannings qui, ingénieristiquement parlant, être perçus comme difficiles à réussir, mais ce sont les cibles qu'on se donne pour ces années-là. Donc là, là, je t'ai parlé de la Lune. Et ensuite, pour Mars, c'est beaucoup plus loin avant d'envoyer des hommes sur Mars. Alors, je parle d'un point de vue européen, d'un point de vue américain. Il y a eu d'autres promesses qui sont plus rapides. Et c'est un autre ordre de grandeur en termes de budget d'implication. tu as regardé le live du lancement du Starship là cet après-midi? C'est pas mal à chaque fois, c'est magnifique parce que voilà, on a la chance de voir ça, de voir ces itérations. C'est pour un ingénieur, c'est merveilleux de voir un produit comme ça partir du tout premier prototype qui ressemblait à rien, prendre une forme, réussir, valider des milestones de développement, quoi, de pouvoir dire premier allumage, premier saut. Ouais, non, c'est vraiment super hein, ce qui est fait côté US et en même temps voilà on a aussi beaucoup de réussite en Europe à une autre échelle évidemment mais au niveau lanceur on a des tas de petits lanceurs qui sont en train d'être développés des tas de moteurs disponibles et ça crée un écosystème qui grouille et qui va permettre de populariser un peu plus l'accès à l'espace. D'accord, ok. Ouais. Eh ben écoute, c'est vrai que on a du mal à imaginer cette cordiale coopération, mais tant mieux. Oui. Disons que les coopérations, elles sont faites aussi. Alors, la plupart des coopérations, dès qu'on parle de l'espace, alors il y a des tas d'experts de la loi, des lois spatiales. Moi, je fais que survoler le sujet, mais vous savez que la Space Law euh, a scellé le fait que les États sont responsables de ce qui est fait par leurs industriels. Et donc, du coup, ce sont les États qui dirigent, qui guident un peu ces développements à travers les fonds, mais aussi à travers la responsabilité qu'ils veulent mettre envers leurs industriels. Et donc, de la collaboration, il y en a toujours. Euh, il y a régulièrement les États-Unis viennent vers chez les entreprises aux États-Unis viennent nous voir parce qu'on a une expérience unique au monde ici sur le site de Turin qui est la fabrication de modules habitables. Et donc régulièrement les États-Unis viennent nous voir parce qu'ils nous demandent nos structures, parce qu'ils nous demandent d'utiliser notre savoir-faire pour eux. Et c'est des compétences qui s'emboîtent et qui permettent de faire des missions. L'espace est vraiment un endroit de collaboration. Quand on voit l'ISS qui continue de tourner,
de tourner, qu'il continue à avoir des astronautes, etc. Dans le contexte mondial actuel, où on voit des missions d'astronautes américains qui retombent avec des capsules russes ou sur le territoire russe, je vois pas plus grand comme signe de collaboration mondiale quand on a cette station en haut où de nombreux pays ont participé et continuent d'envoyer des astronautes. D'accord, ok. Bon, on va pas parler de géopolitique, hein, mais c'est vrai que Non. c'est un peu dommage de voir c'est un peu dommage de voir cette belle coopération polluée après par des contraintes. Mais c'est Ouais, ça, c'est l'humain est fait comme ça. On revient un petit ouais. peu sur la conquête lunaire déjà pour commencer. C'est un peu le sujet de Ouais. l'épisode. Euh, Oui. euh, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, nous faire un aperçu de ce que serait la station spatiale qui est prévue alors autour de la Lune ou sur la Lune, je ne sais pas. Ouais. Dis-nous un petit peu plus. Autour de la Lune. Autour de la Lune. Autour de Alors la Lune. cette Lunar Gateway, c'est donc en fait c'est une station. Elle a été conçue, elle est conçue pour pouvoir supporter les opérations au sol. C'est-à-dire que Mhm, quand on aura des personnes qui seront dans des bases au pôle sud ou des rovers qui rouleront au pôle sud pour récupérer des échantillons, etc. Donc ils auront l'avantage d'être dans des zones, pour la plupart, dans des zones complètement illuminées. Le problème, c'est que quand on est au pôle sud, on voit la Terre euh, proche de l'horizon. Et étant donné qu'il y a des montagnes, il y a des moments de l'année où il n'y aura pas de contact direct avec la Terre. Et ça, c'est quelque chose de compliqué parce que un rover tout seul, pas capable de communiquer, euh, c'est euh, c'est très peu de matière scientifique qu'on arrivera à en sortir. Donc cette Lunar Gateway, elle a été prévue comme étant un espèce d'avant-poste de l'avant-poste du pôle sud, à la fois pour relayer des informations. Elle aura une antenne qui écoutera vers le pôle sud et une antenne qui communiquera avec la Terre. Elle servira de relais. Et en plus, les humains, entre deux missions de surface, pourront venir sur la Lunar Gateway, changer d'avis, se requinquer et prêt à repartir. Ou alors revenir vers la Terre, faire des allers-retours comme ça. Cette Lunar Gateway, elle est composée de deux modules d'habitation, qui sont le module Halo, fait par les Américains, mais dont Thales Alenia Space fait la structure, et le module HIAB, qui est un module européen. Alors le module Halo est un laboratoire et un lieu de vie pour les astronautes. Il faut d'accord, s'imaginer un bidon avec à l'intérieur de mur à mur, c'est 1,50 m et 4 mètres de long. d'accord. Et ça, c'est pour le premier module. Le deuxième module, il a à peu près les mêmes dimensions. Il y aura une petite couchette, c'est l'endroit où ils vont dormir, le module HIAB, et des racks, enfin des bancs de test, des bancs d'expérience. Euh, Pareil, même dimension. Il faut imaginer qu'ils seront quatre astronautes à vivre donc dans deux bidons. En tout, ça fera 8 mètres de long et 1,50 m mur à mur pendant 3 mois. Donc quatre astronautes pendant 3 mois, c'est exigu. Mais mais ils y arriveront, ils sont très forts, et ils sont très entraînés pour ça aussi. Et donc cette station, elle va également être dotée d'un système de refueling, de re-remplissage, pour recharger les vaisseaux qui devront faire les allers-retours entre la surface lunaire. Donc une espèce de station-service spatiale. Ok. Voilà. Et enfin, il y a un module qui sera le module Airlock, qui est actuellement, donc ce sera les Émirats Arabes Unis qui vont le fournir. Et, euh, et ce module Airlock servira aux astronautes pour pouvoir sortir et re-rentrer dans la station pour faire ce qu'on appelle des EVA, des extravéhiculaires activities, c'est-à-dire sortir de la Ok. station, réparer des panneaux solaires ou changer voilà, des systèmes. Ok, eh ben, écoute, Voilà. super, ça a l'air passionnant. Donc du coup, c'est pas comme dans All Mankind, on n'a pas prévu d'aller s'installer sur la surface. Ce serait trop compliqué, j'imagine, de gérer l'alunissage à répétition, etc. Alors, ça, c'est dans les plans. Disons D'accord. que pour les plans là, à courte échéance, c'est plutôt l'orbite pour pouvoir faire cette station lunaire. Alors, pas plus tard que en début de semaine,
je suis passé en production. On a déjà les structures métalliques de cette station lunaire. Et à terme aussi, il y a des initiatives pour faire des modules de surface. Donc, l'idée, c'est qu'ils vont pouvoir être capables d'arriver avec un alunisseur, un peu comme ceux d'Apollo. Et ensuite, ils pourront se balader, soit avec un petit rover, une espèce de buggy, un petit rover. Et nous, on leur fournira, en fait, en amont de la mission, on posera un espèce de petit endroit, un refuge, où ils pourront venir rentrer, réparer leur combinaison, recharger le rover et ainsi continuer à explorer encore plus loin. On est en train de faire ce projet-là avec l'agence spatiale italienne et la NASA, en fait, indirectement. Et donc, c'est aussi dans le plan d'aller sur la surface. D'accord, Absolument. ok. Ok. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu brièvement les principaux défis technologiques qu'on rencontre justement dans l'élaboration Ouais, de cette Lunar Gate? J'aime bien le mot, hein, ça fait ouais, Lunar Gateway, ouais, oui, ça fait un peu science-fiction, un peu, Stargate, la ouais. porte des étoiles, c'est ça? Ouais. Non, alors du coup, alors les défis technologiques pour la Lunar Gateway, pour la station orbitale, ben, premièrement, c'est réussir à tout intégrer dans cette station, parce qu'en fait, tout l'espace que prend à l'intérieur du bidon, tout l'espace que prend l'électronique, ce sera de l'espace en moins fourni aux astronautes. Et donc, du coup, c'est un jeu entre on en met plus pour que la station soit plus autonome, plus fonctionnelle, et en même temps, ça fera moins de volume disponible pour les astronautes. Et c'est du challenge parce que au final, il faut réussir à rentrer dans le lanceur parce que si ça rentre pas, ben ça lance pas. Donc, on a des contraintes du lanceur. Il faut que ça rentre à la fois dans la coiffe, mais aussi en termes de masse. Et en même temps, on doit être capable de tout intégrer, des ordinateurs de bord qui vont être capables de regarder la santé du système, par exemple, de renouvellement de l'air, de traitement de l'eau. Il faut s'assurer que tout ça soit des fonctionnalités qui marchent, parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir de l'air qui se renouvelle pas dans la station si on a des êtres humains à bord. Ensuite, la Lunar Gateway, elle sera pas comme l'ISS, il y aura pas une présence permanente. Ce sera des missions de 3 mois, tous Mhm. les 9 mois ou tous les 1 an, c'est pas clair, mais il y aura une présence tournante. Donc il faudra qu'il y ait une certaine autonomie dans le système pour que la station se prépare à recevoir des habitants à chaque fois, traiter l'air, préparer l'eau, etc. D'accord, Donc ok. ça, ce sont les challenges, ouais, ce sont les challenges de la Lunar Gateway. Après, sur la surface, je t'ai parlé des 14 jours de nuit, donc des 330 heures de nuit. On a des solutions technologiques développées en Europe, des batteries à forte capacité. Par exemple, ce genre de technologies qui sont actuellement développées pour les voitures électriques, que nous, on essaie de spatialiser. C'est-à-dire que dans une batterie de voiture électrique, elle est faite pour avoir une certaine durée de vie, elle est faite pour fonctionner sous une certaine gamme de températures. Quand on dit spatialiser, c'est à la fois rendre plus résilient, mais aussi augmenter la gamme de températures. Ensuite, on a les piles à combustible, qui s'assimilent aux piles à hydrogène, dont on entend parler aussi pour les voitures, pour les voitures ici, qui sont aussi des technologies qui ont été utilisées dans les missions Apollo. C'est des piles à combustible parce que c'est beaucoup plus petit, donc ça pèse moins lourd. Donc pour le spatial, quand ça pèse moins lourd, c'est trop bien. Et là, donc c'est une autre solution. Et on a aussi des générateurs nucléaires. Alors, loin de mettre une espèce de petite usine, d'abord, ce sont des petits matériaux, donc c'est gros comme une pile, et Mhm. ça va générer de la chaleur. Parce qu'au final, pendant la nuit, on n'a pas forcément besoin que d'électricité, on a aussi besoin de chaleur. Parce que quand on est voilà, à moins 220 degrés, il faut maintenir notre électronique suffisamment chaude pour qu'elle puisse redémarrer quand le jour se lèvera. Et donc, du coup, il y a des développements actuels par l'Agence spatiale européenne et des universités sur la fabrication de ces toutes petites piles où, en fait, on met un matériau radioactif et ça fournit de la chaleur. Et donc, l'idée, c'est on soit capable d'avoir cette chaleur-là pour pouvoir
baisser un peu la difficulté de tenir ces 14 jours de nuit. D'accord, ok. Ok, ok. Eh ben, écoute, c'est super, vraiment. Euh, du coup, il y avait d'autres questions complètement folles qu'on avait prévu d'aborder. Ouais, pourquoi la Lune, d'ailleurs, pourquoi c'est important de faire un stop sur la Lune, enfin au moins autour de la Lune, ou d'avoir cette base de ravitaillement autour de la Lune, et pourquoi avoir choisi le pôle sud lunaire? J'ai Ouais. préparé les questions, hein, ça ne me vient pas instantanément comme ça en tête. On voit bien quand même que j'ai pourquoi le pôle Sud a été choisi pour l'exploration de cette région? Le pôle sud, il est intéressant qu'il n'a pas ce cycle jour-nuit, 14 jours de jour et 14 jours de nuit. D'accord. Et donc, du coup, on a des zones qui sont tout le temps illuminées et d'autres tout le temps à l'ombre. Et ça, ces conditions-là, ça permet à la fois d'avoir des systèmes, une faisabilité, c'est-à-dire que, ok, on a juste à mettre un panneau solaire et puis on est comme un satellite qui est en orbite, plus ou moins. Et en même temps, au fond des cratères, tapis dans l'ombre, il y a de la glace qui est de la glace éternelle, mais éternelle pas dans le sens en haut du Mont Blanc. C'est de la glace éternelle qui est là depuis des millions, voire des milliers, des milliards d'années. D'accord. Et dans cette glace, on peut retrouver des indices, des traces de quand, pour expliquer la formation de la Lune et donc la formation de la Terre. Et c'est en ça que c'est important. Parce que scientifiquement, alors il y a déjà eu des missions pour comprendre. Donc déjà les missions Apollo où les astronautes sont allés creuser et ont ramené des kilos d'échantillons de poussière lunaire, mais aussi des missions où on a fait un mapping, une cartographie de la minéralogie de la Lune. Et donc du coup, il y a des zones qui ont été identifiées comme étant plus vieilles que d'autres, des cratères aussi plus vieux que d'autres. Et donc, c'est autour du pôle sud que les intérêts scientifiques se focalisent, et scientifiques et ingénieristiques, parce que voilà, avec ces zones constamment illuminées sur la pointe des cratères, on serait capable de mettre des panneaux solaires et donc de voilà d'avoir de l'énergie tout le temps. Ok, super. Eh ben, écoute, je pense qu'on Ouais. a répondu à cette question. Tu as parlé un peu des longues nuits lunaires. Tu travailles un peu aussi sur les technologies développées pour. Alors, tu en as parlé un petit peu, mais ouais, les générateurs Ouais. d'énergie pour survivre un petit peu ces longues nuits. Ouais. Mais tu l'as déjà un petit peu abordé. Peut-être que tu veux compléter ta réponse là-dessus. Ouais, alors ouais, ouais pour compléter, ben, dans le spatial, on a constamment cette contrainte de la masse qu'on est capable d'emporter et du volume qu'on est capable d'avoir à l'intérieur sous la coiffe du lanceur. Et en fait, ces deux contraintes-là nous obligent à aller chercher des densités énergétiques de batterie, donc Mhm. une batterie plus petite mais qui contient encore plus d'électricité, qui permettent en fait de pouvoir survivre à la nuit lunaire. C'est des solutions et en même temps, on peut pas se permettre d'aller chercher des trucs complètement fous comme un réacteur à fusion tout petit parce que il faut que ça soit prêt. On a des dates de lancement qui sont figées. Alors des fois qui peuvent décaler, mais on fait tout pour qu'elles ne décalent pas. Et donc, on est obligé, comme pour les missions, pour chacune des missions, de congeler toutes les technologies qu'on va utiliser à un certain moment donné. C'est donc ça, les noms des différentes revues de projet, la Preliminary Design Review, la Technical Design Review, nous disent, là, on congèle les technologies qu'on utilise, même si la date de lancement est dans 10 ans et que dans 10 ans, on aura des super générateurs de ouf, nous, on est obligé de congeler et de dire, on part avec ça. Parce que comme ça, on est certain d'avoir la technologie disponible quand on va lancer. Et donc, souvent, pour des missions qui durent longtemps, quand la mission part, eh ben, la technologie qui est dedans, elle est peut-être pas si ouf que ça. Alors, par exemple, sur des composants qu'il y a dans l'ISS, par exemple, les mémoires, et c'est des choses qui nous ramènent ici sur Terre 20 ans, 30 ans en arrière, où si on a 80 mégabits, c'est génial, c'est trop bien.
Alors que aujourd'hui, il existe des technologies qui sont beaucoup plus mûres, beaucoup plus intégrées. Et donc, il y a toujours un espèce de petit décalage entre les technologies utilisées dans le spatial et les technologies utilisées sur Terre. Il y a une autre chose, c'est que la super mémoire qu'on va avoir, la super clé USB que nous on utilise tous les jours, qui fait plusieurs téras, etc., on la met dans l'espace et à cause des radiations, très rapidement, tu peux perdre des données, avoir des données faussées, Ah des ouais? bits qui passent de 0 à 1, te fausse ta mémoire. Ouais, en fait, ça te fait sauter des, euh, des bits de mémoire et donc on est obligé de créer des mémoires exprès qu'on appelle rad hard, qui sont renforcées contre les radiations. Et donc ces mémoires-là, on peut les amener dans l'espace, mais par contre, c'est beaucoup plus cher et ça contient beaucoup moins d'informations. Et donc on a toujours à pousser la technologie pour essayer de rendre la plus intéressante, pour avoir un maximum de fonctionnalités, mais en même temps, il faut prendre celle dont on est sûr qu'il va fonctionner correctement quand on fait la mission, tout au long de la durée de la mission. Ok, eh ben écoute, super. Euh, je suis désolé pour mes auditeurs, pensez que je vais. Mais il y a plusieurs sujets, alors j'ai plusieurs questions, donc bah, j'enchaîne, hein, mais voilà, s'il y a des sujets que vous souhaitez approfondir, vous n'hésitez pas à interagir. Déjà, je passe le message, hein, n'oubliez pas de vous abonner et de partager l'émission à vos proches, à des personnes, collègues, amis qui seraient intéressés par l'écoute. Laissez-nous un petit message sur LinkedIn pour remercier Clément déjà, remercier l'ensemble de nos invités. Et puis, eh ben, s'il y a des sujets que vous souhaitez approfondir, eh bien, vous nous envoyez un petit message et on essaiera d'y répondre. Ou sous la vidéo YouTube, il y a des commentaires qui sont possibles. Donc, abonnez-vous à la chaîne, transmettez autour de vous, laissez un petit commentaire et on continue. On va parler un petit peu du module Argonaut et des missions lunaires. Quel est le rôle du module Argonaut dans l'exploration de la Lune et les types de missions qui pourraient permettre Alors le module Argonaut, c'est un alunisseur européen D'accord. qui est multimission. Ça veut dire que l'Europe s'est dit, OK, il va y avoir de l'intérêt au niveau du pôle sud, au niveau du pôle sud et de la surface lunaire en règle générale. Et donc, lors de la dernière ministérielle, qui est en fait la grande messe du spatial européen, où tous les représentants des États membres européens viennent et annoncent le budget pour l'Agence spatiale européenne pour les 3 prochaines années. Et lors de la dernière ministérielle, effectivement, il a été décidé que le projet Argonaut était financé parce que les pays trouvaient un intérêt stratégique, économique ou quoi que ce soit pour ce module-là. Cet alunisseur multimission, en fait, aura une capacité d'amener sur la surface lunaire 2 tonnes de charge utile. D'accord. Et avec ces 2 tonnes, il va y avoir des tas de missions différentes. Une fois, ce sera un télescope qui sera sur la face cachée de la Lune afin de ne pas recevoir les perturbations électromagnétiques qu'on a avec le GPS, avec tout notre environnement électromagnétique fort dans le monde contemporain. Et puis, il y a certaines interférences avec les télescopes. Et donc, en allant se cacher derrière la Lune, ce sera beaucoup plus calme d'un point de vue électromagnétique et on pourra faire d'encore plus belles images euh, du, euh, du cosmos. Ensuite, avec 2 tonnes, il y a aussi des missions où Argonaut ira s'alunir à côté d'une base pour pouvoir faire cargo pour à manger, à boire, des vêtements, des clés à outils, plein d'objets qui serviraient pour cette base lunaire, donc de la logistique lunaire. Et puis il y a d'autres missions comme amener des rovers. Dans 2 tonnes, on fait facilement rentrer un rover pour pouvoir ensuite aller explorer, donc que ce soit le pôle sud ou ailleurs. Donc c'est un alunisseur multimission et l'Europe a fait ce pari-là en se disant la surface lunaire est intéressante, il nous faut un vecteur pour y aller. Et donc Argonaut ira se mettre au-dessus enfin à l'intérieur de Ariane 6, qui est le prochaine fusée européenne lancée depuis Kourou, pour pouvoir avoir un vecteur jusqu'à la surface lunaire et ainsi faire plein de différentes missions avec le même objet. Et ça, c'est une révolution dans le spatial où très rarement on a le même objet fabriqué 2 fois.
On a certains exemples, j'en parlerai après, mais la plupart des télescopes, etc., sont des bijoux d'orfèvrerie, d'ingénierie, qui sont faits en pièces uniques. Parce que pour répondre à une certaine mission, il y en a certains qui vont aller analyser aller chercher des supernovas comme Integral. Il y en a d'autres comme Euclide qui vont rechercher la matière noire. À chaque fois, c'est des contraintes différentes et donc des systèmes différents. À Thales Alenia Space à Turin, on a une expérience sur refaire plein de fois le même design parce qu'on a industrialisé en fait un design spatial parce on fait les structures des modules Cygnus. Ce sont des cargos, eux aussi, qui en fait viennent ravitailler la station spatiale internationale en moyenne tous les 6 mois. Là, on a le numéro 24 qui est dans nos salles d'intégration. Et en fait, à chaque fois, ils les remplissent avec des nouvelles expériences, à manger, à boire, et ils amènent ça à la station spatiale. Les astronautes ouvrent ça comme un enfant qui ouvrirait des cadeaux à Noël, parce qu'il y a plein de trucs qui arrivent. On va parce qu'il avait reçu son violon à travers, son violon, son saxo, dans un module Cygnus. Et, et donc, tout, euh, ces, ces cargos-là sont ensuite, donc, les expériences sont récupérées. Ensuite, il le remplit de tous les déchets de la station. Il se détache et après, il va se brûler dans l'atmosphère et se brûler dans l'atmosphère. Donc, c'est très rare d'avoir fait 23 fois le même objet. Parce que comme je le disais, dans le spatial, on fait à chaque fois des systèmes tellement différents que c'est pas habituel. Et ça crée aussi d'autres challenges parce que quand on imagine quand on fait la conception d'une voiture, d'un Mhm. train, il y a un certain nombre de récurrences. Il faut penser à l'industrialisation, comment on va réussir à en fabriquer 200, 300, 1000, 100 000. Euh, dans le spatial, on pense plus à quelles vont être les performances de l'objet qu'on fabrique, de l'objet unique qu'on fabrique. Et je dis unique, mais en réalité, il y en a deux, parce qu'à chaque fois qu'on fabrique un objet pour pouvoir aller dans l'espace, on a toujours son petit jumeau physique qu'on garde dans nos salles blanches. Et si jamais il y a des bugs ou des choses comme ça, on essaie de les reproduire sur ce jumeau pour essayer de trouver la solution. Parce que D'accord. lors du debug, si jamais on empire la situation, euh, ça se fait en orbite et du coup on pourrait le perdre. Donc en fait on fait tous les tests sur un espèce de petit jumeau qu'on a dans nos salles blanches afin de vérifier qu'on est bien capable de réparer le problème. Donc le spatial a cette caractéristique de faire des bijoux d'orfèvrerie à chaque fois et en même temps très axé sur les performances. On a des dizaines d'exemples de missions qui étaient prévues pour faire euh, 3 ans et qui durent 10 ans, 15 ans. Et ça, c'est vraiment grâce à toute la précision mise dans les détails, dans l'ingénierie et dans la fabrication et la validation de ces systèmes-là. Donc Argonaut fera partie de ces rares objets à être fabriqués plusieurs fois. Ok, donc il y a une économie d'échelle aussi, j'imagine, au niveau industriel, Oui, de se dire, ok, ah, on a quelque chose qui est duplicable, qui va être utilisé plusieurs fois. oui, après économie d'échelle, des Argonautes, on va peut-être pas en faire 500. Si on en fait 20, 30, ce sera déjà merveilleux, quoi. Question piège, par rapport à la stratégie SpaceX d'avoir des lanceurs réutilisables, Ouais. aujourd'hui, les Européens se sont jamais positionnés sur ce type de moteur. Est-ce que ces nouvelles missions ont changé un peu la donne et bah, on a vu hein, les capacités technologiques ont évolué. Est-ce qu'on a un petit peu changé notre fusil d'épaule par rapport à ça? Alors, c'est une bonne question, polémique, oui, mais très bonne question quand même. Et c'est effectivement, alors il y a eu des études faites par le CNES, faites par l'ESA sur des lanceurs réutilisables. Déjà, je crois dès les années 95, 87, il faudra que je vérifie ça, mais effectivement, on avait considéré la question. C'est quelque chose qui était considérable, mais qui a été écarté au profit d'autres avantages. Alors, c'est tout un challenge hein, de faire de la réutilisation. On... L'Europe s'y met maintenant.
Sérieusement peut-être. Voilà, on pense au projet Thémis du CNES pour pouvoir fabriquer une fusée réutilisable. C'est pas en soi, le côté réutilisable est très lié à l'industrialisation dont on parlait juste avant, parce que justement c'est dans une optique avec une même fusée, je peux faire plusieurs missions et j'ai des économies à chaque fois. Et c'est ça a permis ces travaux sur les lanceurs qui ont été faits, et c'est très bien aux États-Unis, mais permettent en règle générale à toute l'économie spatiale de bénéficier de coûts au kilogramme plus intéressants, et donc de débloquer de la faisabilité de mission. Par exemple, si demain, avec des fusées, avec un Starship réutilisable, on arrive à avoir des coûts qui avoisinent on peut rêver, $500 par kilogramme, on sera capable d'imaginer, ça va ouvrir tout un monde à l'orbite, avec ce que ça incombe comme débris, etc. On en parlera peut-être après, mais ça crée tout un monde. Par exemple, il y a des projets à l'Agence spatiale européenne de fermes solaires en orbite, où ensuite l'énergie récoltée là-haut serait ensuite acheminée sur Terre avec un espèce de rayon pas dangereux. On fait des études de faisabilité là-dessus, mais sans dangerosité ni pour l'homme ni pour les animaux. En tout cas, on est en train de l'étudier. Et, et une autre source d'énergie, autre que le solaire, que l'éolien, ou que le photovoltaïque, puisque là-haut, il y a de l'électricité quasiment 24 heures sur 24. On a 5 minutes Mhm. de Bah nuit. oui. Parce que, on n'a que 5 minutes de nuit, c'est le moment où le satellite passe juste derrière la Terre, et ensuite on peut faire de l'électricité tout le temps, tout le temps. Et donc abaisser le coût grâce aux efforts de SpaceX, en abaissant le coût par kilogramme, se créent de nouvelles missions et du coup de nouveaux services et de nouvelles fonctionnalités pour les gens sur Terre. Donc l'Europe s'y met, en retard, oui, peut-être, mais ces efforts-là bénéficient à tout le monde. Bénéficient pas que à SpaceX parce que ça crée Ouais. et ça ouvre de nouvelles missions, en fait. D'accord, ok. Donc ça bénéficie finalement à Oui. tout l'écosystème international. Tu as mentionné, tu voulais parler des débris. Qu'est-ce que tu voulais nous Alors, dire là-dessus, Clément? bah, les débris, c'est quelque chose que, alors là, pour le coup, l'Europe avance plus vite, en tout cas, de mon point de vue, que les autres sur le sujet, en émettant, en essayant de fédérer un maximum autour de, j'en peux pas encore appeler ça des lois, mais des initiatives, des décrets, des chartes qui engagent les États à ne pas continuer à augmenter les débris spatiaux, parce que, alors, il y a un phénomène qui s'appelle le syndrome de Kessler, qui fait que quand on aura un certain nombre de débris, ils commenceront à faire des collisions entre eux, et ça créera encore plus de débris, qui feront Mhm. des collisions entre eux, qui créeront encore plus de débris. Et quand on en sera à ce Ouais, moment-là, il sera déjà trop tard. Parce que les débris vont se d'accord. multiplier et ça créera vraiment des problèmes pour les missions spatiales. Donc, il y a des tas d'initiatives pour essayer d'aller récolter des débris, récolter des géosatellites et aller les faire brûler dans l'atmosphère. Ensuite, s'ouvre la question de est-ce que c'est vraiment bon d'aller faire brûler dans l'atmosphère parce que ça crée euh, ça vaporise des métaux, ça vaporise des tas de choses. Pour le moment, à une échelle qui est assez faible, mais quand demain ce sera des centaines de tonnes par mois qui iront se vaporiser dans l'atmosphère, est-ce que ça aura pas un impact? Donc ce sont des choses sur lesquelles l'Europe avance et qui aussi créent un écosystème. Parce que si demain l'Europe décide, en tapant du poing sur la table, en disant, voilà, aujourd'hui il n'y aura plus de débris, il faudra avoir les moyens d'aller chercher des débris pour les désorbiter ou pour aller les fondre, les réutiliser, etc. Et donc ça crée un autre pan de l'économie spatiale qui serait de la réutilisation d'objets là-haut, donc ou du prolongement de la vie de satellites. Et donc ça crée une économie. C'est un peu tôt pour appeler ça une économie circulaire, mais en tout cas une économie du recyclage
et de la réutilisation spatiale. Voilà. Et donc c'est des sujets qui sont importants et qui sont vraiment pris en compte à l'échelle européenne. Et on espère encore dans les années à venir qu'on va continuer dans ce sens-là parce que c'est des sujets qui sont importants et qui vont jouer la faisabilité des prochaines missions. Quand on a la Station spatiale internationale qui doit manœuvrer pour éviter des nuages de débris, on ne parle pas de science-fiction, ce sont des choses qui se font. Et ça fait froid dans le dos quand Ah même. ouais, d'accord. Ouais, ouais, non, c'est sûr, c'est incroyable. On se rend pas compte, mais c'est que ce soit une problématique aussi urgente à traiter. Oui, euh, bon, c'est un peu toujours le pan, the dark side of the humanity. On est toujours un ouais, peu dans la pollution des environnements. D'ailleurs, c'est quoi ton point de vue? Ça va nous amener un peu au terme de l'émission. Je pose toujours deux, trois questions supplémentaires. C'est ouais, quoi ton point de vue en termes de futur pour nous, en termes de durabilité? Est-ce que c'est vraiment intéressant de faire des plans à 20-30 ans sur l'aventure spatiale alors qu'il y a des problématiques de pollution spatiale et d'autres problématiques, le réchauffement oui, climatique, etc. oui. Oui. Alors, déjà, pour commencer, je vais remettre un peu le contexte. Euh, D'après toi, c'est moi qui vais te poser une question. Combien la France dépense d'euros, l'Europe, pardon, dépense d'euros par habitant et par an pour le spatial? 1, 10, 100, 1000. C'est sûrement moins que pour les retraites, ça c'est sûr. Je pense que c'est 1. Je pense que c'est très faible. Pour moi, c'est très faible. C'est 1, je dirais 1 C'est par faible, habitant. on est autour de 10-11 par habitant européen. Donc, 10-11, ouais. 10-11 Ouais. euros, 10-11 euros par an et par habitant européen pour les missions spatiales. Et effectivement, avec ce peu d'argent, entre guillemets, en tout cas par habitant, on arrive à faire des missions qui sont très intéressantes, mais qui sont pas pour aller dans l'espace, pour aller dans l'espace. C'est de la recherche scientifique. C'est de la recherche de comprendre le, c'est donner du matériel, des données à des astrophysiciens pour qu'ils comprennent comment le cosmos a été créé. Alors, ce sont des initiatives qui viennent parler au plus profond de nous. Pourquoi on est là? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a une autre forme de vie? Est-ce qu'il y a de la vie ailleurs? Ça vient parler au plus profond de nous sur des problématiques qui sont existentielles. Après, dans un environnement où, je sais pas, dans 20-30 ans, on peut parler de crise humanitaire liée au réchauffement climatique, des gens qui auront faim ou qui ne sauront pas où habiter. La question de pourquoi on est arrivé ici, ce sera peut-être pas le premier de leurs soucis. Et, et donc du coup, je pense par là que tant que on ira pousser le spatial vers des applications scientifiques, vers essayer de mieux nous comprendre humains ou mieux comprendre le monde qui nous entoure, on sera toujours dans le cercle vertueux d'agrandir les connaissances de l'humanité, les connaissances qu'on a. Ensuite, le spatial qui est plus commercial, j'ai bien peur que ça reprenne, et ça c'est mon point de vue personnel, j'ai bien peur que ça reprenne les travers, the dark side comme tu l'appelais, des économies terrestres en fait. Donc du coup, d'ici 20-30 ans, moi ce que je vois, c'est un spatial plus orienté vers le scientifique, plus orienté vers euh, sans parler d'utilitarisme, mais plus orienté vers l'ajout de connaissances que voilà que du spatial. On peut appeler ça récréatif quand on voit des milliardaires partir sur des missions pour faire 30 minutes en apesanteur et avoir le bilan carbone de 2000 personnes pendant un an, ça fout les boules, bien sûr. Hein. Mais voilà, donc je pense que pour valoir la peine, le spatial doit avoir un retour le bilan carbone utilisé pour les missions spatiales doit avoir un retour sur la connaissance dont on va en tirer. Ok. Écoute, c'est très clair. Merci Clément. Deux petites questions encore, c'est pas encore fini. Ouais. Euh, c'est la question que je pose à tous les invités. Si Emmanuel Macron nous écoute et il a une baguette magique, donc tu peux lui faire un vœu. Ce serait quoi?
Alors, euh, ça serait de renforcer les accords européens pour pousser pour pousser l'Europe à avoir une politique spatiale plus européenne que nationaliste. Aujourd'hui, on est dans une Europe qui est assez segmentée. La France a ses lanceurs, l'Italie a ses lanceurs, l'Allemagne aussi, l'Espagne aussi. Et la compétition favorise l'innovation, c'est très bien. Mais il faut quand même qu'on partage une vision commune. Et donc, du coup, cette petite baguette magique, si elle pouvait aider à avoir une Europe spatiale encore plus forte, ça serait pas mal. Ok, bah écoute, le message est passé. Et puis, des questions un peu plus pour toi. Le monde s'écroule demain, malheureusement. On peut rien faire. Quel livre tu sauves? Quel livre je sauve? Alors, je vais sauver un des premiers livres qui m'a fait rentrer pas dans le spatial, mais dans le monde scientifique, la curiosité. C'est l'encyclopédie du savoir relatif et absolu de Bernard Werber. J'étais tout petit et voilà, je lisais ça Ok, l'été, c'est top, je la conseille. Et celui-là, je le garde pour la fin du monde. ça t'a conditionné. Ça m'a intéressé, ça m'a ouvert les yeux et ça m'a ouvert à me poser des questions. C'est ça le plus important, c'est de se poser des questions, je pense. D'accord, ok. Et la dernière question, tu dois partir en déplacement longue durée. Alors je dis déplacement professionnel parce que c'est souvent un moment où on a le temps de discuter avec les gens qui nous entourent. Ouais. Mais là, tu peux choisir la personnalité de ton choix. Tu peux failloter et dire ton chef, c'est possible, Non. ça marche. Mais là, tu as, le choix, tu peux choisir la personne que tu souhaites dans le monde à condition qu'elle soit vivante. À condition qu'elle soit vivante. Non, je dirais, ça va se rapprocher de la question de la baguette magique. Je prendrai le directeur de l'Agence spatiale européenne et je lui dirai tout ce qui, de mon point de vue, tout ce qui va, tout ce qui va pas, et je lui poserai plein de questions. D'accord. Et il sera fatigué à la fin du voyage. Oui, tu as l'air bavard. Ah bon? Eh ben écoute Clément, c'est super, je te remercie beaucoup. Moi je profite de cette fin d'émission pour passer un petit message toujours à Thomas Pesquet, hein, je lui envoie plein de messages sur Twitter, il me répond jamais pour venir à l'émission. Thomas, si tu nous écoutes, je suis sûr que tu vas écouter cette émission. Eh ben n'hésite pas, on t'accueillera avec plaisir. J'envoie aussi un message à Lisa, j'avais postulé sur leur site pour faire une interview, mais ils ont rejeté ma demande. Peut-être que Planète Ingé à l'époque n'était pas encore assez gros. Maintenant on commence à être quand même beaucoup à écouter, au moins sur YouTube, on est déjà 2100. Et dans 2 semaines, on sera le double, j'en suis sûr. Donc voilà, abonnez-vous, passez l'émission autour de vous. Clément, merci beaucoup de ta disponibilité. Ça a été un plaisir. Bravo aussi pour ta passion et ta bonne humeur. C'est communicatif. Tu as 30 secondes pour faire t'as le dernier mot, donc tu as 30 secondes pour clôturer cette interview. C'est libre antenne, tu peux dire absolument ce que tu veux, sauf des cochonneries évidemment. Merci Mathieu, merci de l'invitation. Ça m'a fait plaisir de parler de ce que j'aime, de ce que je fais. Et voilà, donc si des gens sont intéressés par le spatial à travers toi, ils peuvent me contacter et on peut en discuter. Et voilà, donc en tant que Français vivant en Italie, je ne peux que favoriser les ingénieurs qui nous écoutent à bouger, à aller regarder, à aller essayer ailleurs. On regrette très rarement. Ça vaut le coup de bouger et d'aller découvrir plein de choses. Moi, quand j'ai commencé dans l'exploration spatiale, j'y connaissais rien. Et donc, j'invite tout le monde à aller chercher un peu plus que ce qu'on fait chaque jour, de se former, d'apprendre pour pouvoir évoluer et adorer ce qu'on fait au final. Ok, merci Clément. Je souhaite une bonne soirée à tous nos invités et puis Merci à tous nos toi. auditeurs, pardon, je perds mes mots. Bonne soirée à tous les auditeurs et je vous donne rendez-vous dans la prochaine émission, la semaine prochaine normalement si tout va bien. À bientôt, au revoir Clément. Au revoir. Voilà, c'est la fin de cette interview passionnante. Si vous avez aimé, surtout partagez l'émission autour de vous, cliquez sur le petit pouce, abonnez-vous. Et en attendant une nouvelle aventure lundi prochain, n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter, newsletter.planeteinger.fr pour ne rien rater de l'aventure du podcast. À la semaine prochaine.